dans le silence feutré d'une demeure chargée de secrets. Un mystère attend patiemment d'être dévoilé. Chaque souffle, chaque ombre recèle une vérité cachée, prête à émerger. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. Le voyage jusqu'au manoir Ravenscroft s'était déroulé dans un silence chargé d'anticipation. Tandis que notre voiture serpentait à travers les chemins sinueux de la campagne anglaise, les vastes étendues de bruyères et de forêts, baignées par une lumière déclinante, nous entouraient d'une aura presque surnaturelle. J'observais, à travers la vitre, la silhouette imposante du manoir, qui se dessinait enfin au loin, dressée telle une sentinelle du passé sur une colline isolée. Son architecture ancienne, avec ses hautes cheminées d'ardoise et ses fenêtres à petits carreaux, trahissait les nombreuses générations qui avaient foulé ses sols. Une lourde atmosphère semblait émaner de ses murs, une mélancolie discrète mais persistante, comme si le lieu portait en lui les secrets d'un temps révolu. Le craquement des roues sur le gravier résonnait étrangement dans cette immensité, amplifiant le sentiment d'étrangeté. À mes côtés, Poirot, toujours impeccablement calme, observait le manoir avec un intérêt marqué. L'air était chargé d'une légère fraîcheur automnale, tandis que les premiers vents balayaient les feuilles mortes, offrant un spectacle silencieux et contemplatif. Cette arrivée donnait le ton. Nous étions bien loin des affaires ordinaires. Le manoir Ravenscroft promettait une énigme complexe, enveloppée d'un voile de mystère, aussi épais que le brouillard qui montait doucement sur la vallée. 300 mots. Une fois dans le hall d'entrée, nous fûmes accueillis par une troupe éclectique de membres de la famille Ravenscroft et de domestiques dont les regards trahissaient des émotions mêlées, crainte, réserve, peut-être même rancune. Lady Eleanor, la matriarche, imposait par sa stature fière et sa dignité immuable, mais j'y devinais une lassitude dissimulée sous son masque d'autorité. Sa fille unique, Lydia, était là aussi, mais un voile de tristesse semblait peser sur elle, un passé douloureux que nul ne souhaitait évoquer ouvertement. Hastings observa attentivement les interactions entre les présents, des silences lourds, des regards évités, des gestes mesurés. Les non-dits régnaient en maître dans cette demeure. Parmi les domestiques, le majordome M. Gray paraissait particulièrement tendu, scrutant chaque recoin avec une vigilance accrue. Chaque personne semblait jouer un rôle soigneusement orchestré, mais l'ambiance sous-jacente vibrait d'une tension palpable. Les conversations se limitaient à des politesses superficielles, et la moindre question creusait davantage le fossé entre eux. Hastings nota cette dynamique avec un intérêt croissant, conscient que ces tensions seraient le terreau fertile d'un mystère plus profond. 250 mots. Au cœur du grand salon trônait un miroir ancien d'une beauté austère, dont le cadre finement sculpté semblait raconter 1000 histoires oubliées. Ce n'était pas un simple objet décoratif, mais un témoin silencieux des générations passées qui avaient foulé le manoir. Hastings relatait une légende locale, selon laquelle ce miroir murmurait parfois le nom d'une personne disparue, comme un écho venu d'un autre temps. Certains disaient que l'on pouvait l'entendre chuchoter à la nuit tombée, offrant des fragments de secrets oubliés. La surface du miroir, bien que d'une clarté remarquable, semblait parfois refléter autre chose que la réalité immédiate, comme un voile fragile entre le présent et le passé. Ce détail, loin d'être anodin, piquait la curiosité de Poirot et éveillait en lui une certaine fascination.
Hastings remarqua que ce miroir semblait au centre d'une attention silencieuse, à la fois objet de révérence et source d'inquiétude. 300 mots. L'objet de notre venue fut dévoilé lorsqu'Hastings tira de sa poche une lettre au papier jauni, soigneusement scellée d'un cachet rouge. Une invitation adressée à Poirot lui-même. La missive évoquait un secret enfoui, un mystère lié au miroir qui hantait la famille Ravenscroft depuis des décennies. Le ton de la lettre, bien que formel, laissait transparaître une urgence voilée et une demande discrète d'aide. Hastings expliqua que cette lettre les avait intrigués tous deux, notamment par sa référence cryptique à un nom murmuré qui semblait être la clé d'un passé douloureux. La signature, mystérieuse, ne révélait guère plus que le désespoir d'un appel à la raison. Cette invitation posa les bases d'une enquête qui promettait d'être aussi délicate que troublante. 200 mots. L'atmosphère du manoir, malgré son élégance incontestable, se chargeait d'une lourdeur presque palpable. Les murs, ornés de portraits austères et de tapisseries anciennes, semblaient emprisonner le poids des secrets accumulés. Hastings ressentit cette dualité entre la beauté raffinée du lieu et l'oppression subtile qui y régnait, comme une mélancolie à peine voilée. Chaque coin, chaque pièce évoquait des histoires inachevées, des souvenirs lourds à porter. Les éclats de lumière filtrant à travers les lourds rideaux ne parvenaient qu'à souligner la profondeur des ombres intérieures. C'était une atmosphère propice à l'éclosion de mystères, où l'élégance se mêlait à la tension, et où le silence parlait plus fort que les mots. 150 mots. À peine eûmes-nous franchi le seuil du manoir, que les visages de la famille Ravenscroft se dessinèrent devant nous, avec une netteté presque saisissante. Lady Eleanor, la matriarche, au port altier et au regard sévère, imposait sa présence comme une souveraine, au cœur d'un royaume agité. Son visage, marqué par les ans, conservait pourtant une fermeté presque glaciale, derrière laquelle j'entrevoyais les échos d'un passé tumultueux. À ses côtés se tenait Lydia, sa fille unique, dont la silhouette fragile et le port replié trahissaient une vulnérabilité profonde. Le silence qui pesait entre elles semblait chargé d'un non-dit, d'une histoire que même les murs du manoir semblaient vouloir garder secrète. Les relations entre les membres de la famille n'étaient pas moins complexes que leur histoire commune. Hastings observait ces interactions avec une attention minutieuse, des regards furtifs échangés, des soupirs à peine dissimulés, et parfois des gestes qui trahissaient une tension à peine contenue. Lady Eleanor, malgré son rôle dominant, paraissait aussi lutter contre des ombres intérieures, tandis que Lydia, quant à elle, semblait hantée par des souvenirs douloureux, probablement liés à un passé que peu osèrent évoquer. Le reste de la famille, un mélange d'oncles, de cousins et d'invités plus lointains, portait chacun son propre poids, façonné par des rancunes anciennes et des ambitions dissimulées. Dans cette assemblée, le moindre détail devenait une pièce du puzzle à assembler. Les silences pesants, les sourires forcés, tout contribuait à tisser une toile d'énigmes et de secrets. Hastings ne manquait rien, notant chaque tic nerveux, chaque hésitation dans la voix, conscient que sous cette façade d'apparente normalité, le cœur du mystère battait avec une intensité trouble. Notre enquête promettait d'être aussi délicate que profonde, car derrière les visages polissés, la vérité se dissimulait avec soin, protégée par des murs d'apparence et de douleurs inavouées. Au-delà des membres de la famille, une poignée d'invités était présente ce soir-là, chacun apportant avec lui son lot de secrets et de non-dits. Hastings s'attacha à observer ses visiteurs, parfois étrangers,
parfois liés à la famille par des liens obscurs. Chacun paraissait porter sur ses épaules une part du poids de l'atmosphère, lourde du manoir, manifestée par des regards fuyants ou des gestes nerveux. Certains s'efforçaient de masquer leur malaise derrière des politesses étudiées, tandis que d'autres laissaient échapper des bribes de tension contenues. Il y avait là un avocat au visage fermé, un homme dont le silence semblait peser plus lourd que ses paroles, sans doute gardien de secrets liés à l'héritage, une femme au sourire discret, presque réservé, dont les yeux trahissaient une inquiétude sourde. Un proche ami de la famille, dont l'apparente cordialité masquait mal une certaine rancune ancienne. Ces interactions, bien que superficielles, dessinaient un réseau complexe de relations, fait d'ambition, de jalousies et de rancunes tenaces. Hastings, toujours attentif, remarqua comment certains échanges, apparemment anodins, dégageaient pourtant une tension palpable, presque électrique. Il comprenait que ses invités jouaient un rôle essentiel dans le théâtre de l'intrigue, et que leurs regards portaient souvent plus de vérité que leurs paroles soigneusement calibrées. Dans cette soirée lourde de mystère, chaque silence, chaque mouvement, chaque regard pouvait s'avérer un indice crucial. La toile de secrets et de conflits s'étendait bien au-delà des murs familiaux, enveloppant tous les protagonistes dans un jeu de dupes subtil et inquiétant. C'est dans un silence presque sacré que la nouvelle de la mort de Lydia fut annoncée. Nous fûmes conduits près du lac du domaine, où le calme apparent de l'eau contrastait violemment avec la tragédie qui s'y était déroulée. Le corps de Lydia gisait là, immobile, ses traits, empreints d'une paix étrange qui ne pouvait masquer la violence de sa disparition. Hastings et moi échangions un regard lourd de gravité, conscients que cette scène marquait un tournant décisif dans notre enquête. L'atmosphère était chargée d'une lourdeur presque palpable, comme si le manoir lui-même retenait son souffle devant ce drame. Les alentours étaient étrangement silencieux. Seuls quelques bruissements du vent venaient troubler ce calme funeste. Le lac, miroir noir et profond, semblait refléter non pas le ciel, mais un secret indicible. Autour de nous, les membres de la famille se tenaient en retrait, le visage marqué par le choc, la douleur ou l'incrédulité. Lady Eleanor, malgré son rôle de matriarche, laissait transparaître une fragilité nouvelle, tandis que certains invités semblaient lutter pour contenir leurs émotions. Hastings, toujours sensible aux nuances humaines, notait ses réactions avec la même attention que s'il déchiffrait une énigme. La découverte du corps n'était pas seulement un événement macabre, mais l'ouverture d'une porte vers des vérités enfouies, des blessures anciennes qui menaçaient de refaire surface. Dans ce décor, empreint de tragédie, notre tâche devenait plus urgente et plus délicate encore. L'examen du corps de Lydia révéla des détails troublants. Outre la cause apparente de sa mort, nous remarquâmes plusieurs marques singulières, presque énigmatiques, qui parsemaient sa peau. Ces cicatrices, loin d'être anodines, semblaient emporter un message, un indice crypté laissé par son agresseur, ou peut-être par Lydia elle-même dans un ultime souffle. Hastings, le regard inquiet, me fit part de son impression que ces marques n'étaient pas simplement des blessures, mais des symboles. Ce fut alors que nos yeux se tournèrent vers le miroir, ce même objet central autour duquel tournait toute l'affaire. Sur sa surface, une inscription mystérieuse venait d'apparaître, gravée avec une précision inquiétante. Un nom, isolé et muet. Ce nom semblait résonner avec les murmures légendaires qui entouraient le miroir. Une voix venue d'un passé oublié. L'association de cette inscription avec les marques sur le corps de Lydia jetait une lumière nouvelle sur l'affaire, mêlant l'énigme du présent aux secrets anciens.
Cette coïncidence n'était pas le fruit du hasard, mais la clé d'une vérité à demi cachée que nous devions, à tout prix, déchiffrer. À mesure que les indices s'amoncelaient, les tensions autour de l'héritage contesté prenaient une place centrale dans nos réflexions. Plusieurs membres de la famille, ainsi que les invités, semblaient nourrir des motivations dissimulées, tissées d'envie, de jalousie ou de rancune. Hastings et moi commençâmes à ébaucher les premiers scénarios, mettant en lumière les conflits larvés qui pouvaient avoir conduit à ce drame. L'héritage, bien que matériel, représentait aussi un poids symbolique, un enjeu qui réveillait les blessures d'un passé trouble. Les mobiles possibles se dessinaient alors avec une certaine netteté, mais chacun restait enveloppé d'ombres et de doutes. La complexité des liens familiaux, les non-dits et les alliances fragiles rendaient la tâche d'autant plus ardue. Poirot, toujours méthodique, s'appliquait à ne négliger aucun détail, conscient que la vérité se cachait souvent derrière les apparences les plus trompeuses. Ce premier tour d'horizon jetait les bases d'une enquête qui s'annonçait, pleine de rebondissements et de révélations insoupçonnées. Après la découverte de l'inscription « Isabelle » gravée avec une précision remarquable sur le miroir, Poirot et moi nous attelâmes à une observation méticuleuse de cet objet central de l'enquête. La gravure, bien que discrète, n'emportait pas moins un poids symbolique considérable. Nous cherchions à comprendre à qui ce nom pouvait bien appartenir et quelle importance il avait pu revêtir pour Lydia ou pour un autre membre de la famille Ravenscroft. Poirot, toujours soucieux du moindre détail, nota l'élégance du lettrage, la finesse des traits, presque comme un message laissé délibérément. Au-delà du nom, la surface du miroir semblait porter de légères traces, des marques presque imperceptibles, qui pouvaient témoigner d'une manipulation récente. Hastings observa comment la lumière jouait sur le verre, révélant des reflets inconstants qui semblaient évoquer autre chose qu'un simple reflet. L'attention de Poirot se porta aussi sur le cadre, richement sculpté, où certaines figures gravées reprenaient des motifs, évoquant des fleurs fanées et des symboles anciens. Tout ceci renforçait l'idée que ce miroir n'était pas seulement un objet décoratif, mais un véritable témoin du passé familial, porteur d'histoires enfouies. Ce nom, Isabelle, devint peu à peu un fil rouge qui nous intriguait profondément. Était-ce un membre oublié de la famille, une amante secrète, ou peut-être une victime oubliée? La gravure semblait résister à toute explication simple. En parallèle, Poirot réfléchissait à ce que ce détail pouvait révéler sur le meurtrier, s'il s'agissait d'un indice délibérément laissé pour nous guider ou d'un leurre destiné à semer la confusion. Cette analyse nous plongeait plus avant dans un labyrinthe de symboles et de mystères où chaque détail pouvait s'avérer décisif. Un détail moins tangible mais non moins significatif attira rapidement notre attention. Un parfum singulier enveloppait le salon où se trouvait le miroir. Ce parfum, subtil mais tenace, semblait flotter dans l'air avec une constance presque déroutante. Hastings, sensible à ce genre de particularité, le décrivit comme une senteur florale mêlée à des notes d'ambre et de bois, évoquant à la fois douceur et nostalgie. Ce parfum, bien qu'agréable, avait quelque chose de particulier, presque obsédant, qui ne pouvait être ignoré. Le parfum se manifestait non seulement dans la pièce principale, mais semblait aussi s'attacher aux personnes qui s'y trouvaient, comme une signature invisible. Certains suspects en paraissaient imprégnés, tandis que d'autres y étaient totalement étrangers. Cette nuance olfactive devint rapidement pour Poirot un indice récurrent, une sorte de fil invisible qui reliait certains éléments de l'enquête entre eux.
Il suggéra que ce parfum pouvait avoir été utilisé délibérément pour masquer ou révéler des présences. En discutant avec les domestiques et les invités, nous apprîmes que ce parfum particulier était celui d'une essence rare, réservée à une personne du manoir, peut-être même à Lydia elle-même. Hastings remarqua comment ce détail provoquait des réactions diverses, allant de la nostalgie à la méfiance, ce qui ajoutait encore à la complexité des relations au sein du domaine. Ce parfum mystérieux devint un symbole sensuel de l'enquête, reliant passé et présent d'une manière énigmatique que nous étions bien décidés à percer. À mesure que notre enquête progressait, Poirot entreprit d'interroger méthodiquement les membres du personnel ainsi que les invités présents ce soir-là. Sa démarche, toujours empreinte de courtoisie, mais aussi de rigueur implacable, visait à recueillir les moindres détails, même ceux qui semblaient anodins au premier abord. Hastings et moi prenions note des réponses, tout en observant les mimiques et les hésitations, souvent révélatrices. Les témoignages révélèrent bientôt des contradictions et des zones d'ombre. Certains domestiques avouèrent avoir entendu des bruits étranges dans la nuit, tandis que d'autres semblaient réticents à parler du moindre incident. Les invités, quant à eux, manifestaient parfois une nervosité palpable, glissant des informations par bribes et évitant les questions directes. Hastings notait les regards échangés, les silences trop longs, les détails oubliés. Le majordome, Mr. Gray, attira particulièrement l'attention par son comportement réservé et ses réponses parfois vagues. Plusieurs interrogés semblèrent vouloir le protéger ou, au contraire, le discréditer. Poirot, avec sa perspicacité habituelle, commençait à dresser un portrait complexe de chaque protagoniste, conscient que certains d'entre eux n'étaient pas tout à fait ce qu'ils semblaient être. Ces premiers témoignages posaient les jalons d'une enquête où le vrai coupable restait encore à découvrir, caché derrière un voile d'apparence trompeuse. L'attention de tous se focalisa rapidement sur Monsieur Gray, le majordome, dont l'attitude semblait trahir une nervosité difficile à dissimuler. Hastings et moi-même remarquâmes ses gestes saccadés, son regard fuyant, et cette hésitation presque palpable dans sa voix lorsqu'il répondait aux questions posées. Il évitait certains sujets avec une maladresse qui n'échappa pas à Poirot, toujours attentif aux moindres nuances. Plusieurs témoins évoquèrent des détails troublants, des allées et venues nocturnes inexpliquées, une tension croissante entre lui et la victime. Ces éléments suffisaient pour faire de lui le suspect principal aux yeux de plusieurs, et un parfum d'accusation semblait flotter autour de sa personne. Pourtant, derrière cette façade agitée, il y avait aussi un homme visiblement accablé, presque désespéré. Son silence pesant et son refus de se livrer entièrement alimentaient ce mystère. Hastings, toujours empathique, s'interrogeait sur la véritable nature de son trouble. Était-ce la culpabilité ou simplement la peur d'être injustement soupçonné? Le doute s'installa dans nos esprits, car dans cette maison où les non-dits régnaient, la vérité était rarement ce qu'elle semblait être. L'attitude de M. Gray, bien qu'inquiétante, ne suffisait pas à étayer une condamnation hâtive. Le majordome devint ainsi un personnage ambigu, oscillant entre victime de circonstances et possible coupable. Son comportement fit naître de nombreux questionnements, ajoutant une couche supplémentaire au mystère. Nous étions à un moment charnière de l'enquête, où chaque détail pouvait basculer la balance, et M. Gray incarnait cette incertitude palpable. L'ombre qu'il projetait sur l'affaire ne faisait que renforcer l'atmosphère tendue qui enveloppait le manoir. Malgré l'évidence apparente, Poirot demeurait prudent et méthodique.
Il n'avait jamais été du genre à se fier aux premières impressions, surtout lorsque celles-ci se nourrissaient d'un consensus trop rapide. Observant les contradictions dans les témoignages et les failles dans les accusations portées contre M. Gray, il comprit que ce dernier pouvait fort bien être un bouc émissaire, placé là pour détourner l'attention du véritable coupable. Cette intuition, fondée sur des analyses précises, fut un tournant décisif dans notre enquête. Poirot partagea avec nous ses réflexions, insistant sur le fait que la vérité se cachait souvent derrière un voile de fausses pistes soigneusement tissées. Il nous rappela que dans les affaires les plus complexes, le coupable cherche à manipuler les perceptions, à semer le doute là où il y a certitude. Le majordome, avec son comportement trouble, pouvait très bien être l'objet d'une telle stratégie. Hastings et moi étions impressionnés par la subtilité de son raisonnement, qui redonnait à l'enquête un souffle nouveau et nous invitait à dépasser les apparences. Ainsi, la suspicion qui pesait sur monsieur Gray ne devait pas nous détourner de la quête de la vérité. Au contraire, elle nous poussait à creuser plus profondément, à écouter les silences et à lire entre les lignes. Cette prise de conscience fut une étape cruciale, marquant le passage d'une enquête basée sur des évidences fragiles à une recherche plus subtile, où chaque indice prenait un sens renouvelé. Nous étions désormais prêts à suivre ce fil invisible qui nous mènerait, espérions-nous, au cœur du mystère. Lors de nos investigations, Poirot fut conduit, par une intuition qu'il seul pouvait comprendre, vers une pièce oubliée du manoir, une bibliothèque secrète où reposaient des archives poussiéreuses, soigneusement préservées, mais laissées à l'abandon depuis trop longtemps. C'est là, au cœur de ce sanctuaire de papier, que nous découvrîmes une collection de lettres jaunies et de journaux intimes qui attirèrent immédiatement notre attention. Ces documents évoquaient une certaine Isabelle Ravenscroft, une figure mystérieuse dont le nom semblait flotter à la lisière de l'oubli. Son histoire, tissée de mystères et de douleurs, remontait à près de 30 ans, et la façon dont elle disparaissait sans laisser de traces laissait planer une aura presque fantomatique autour d'elle. Poirot, en feuilletant ses écrits, s'attacha à chaque détail avec une précision presque religieuse. Les lettres révélaient les tourments intérieurs d'Isabelle, ses espoirs déçus, ses amours contrariés, et surtout ses liens complexes avec les membres de la famille Ravenscroft. Un journal intime, écrit avec une plume tremblante, livrait des confidences poignantes sur ses angoisses face à des forces invisibles qui semblaient vouloir l'éloigner de ce monde. Hastings et moi-même étions captivés par ces témoignages silencieux qui révélaient un pan secret du passé, jusque-là soigneusement dissimulé. L'importance de ces documents ne nous échappait pas. Ils devenaient une pièce maîtresse du puzzle, une clé potentielle pour comprendre le poids qui pesait sur Lydia et sur le manoir lui-même. Chaque page tournée semblait ouvrir une porte sur un mystère plus profond, tissé d'ombres et de silence. La disparition d'Isabelle n'était plus un simple fait historique, mais le point de départ d'une énigme qui continuait de hanter les Ravenscroft. Ce fut avec une gravité nouvelle que Poirot nous fit comprendre combien le passé pouvait peser lourdement sur le présent, et combien les secrets enfouis avaient la faculté de ressurgir au moment le plus inattendu. En apprenant davantage sur Isabelle, il devint clair que Lydia, la jeune victime, était elle-même tourmentée par cette histoire ancienne, comme prise dans une spirale dont elle ne pouvait se libérer. Hastings, qui avait observé Lydia de près, me confiait souvent combien la jeune femme semblait portée par une obsession silencieuse à l'égard du miroir et de ce nom oublié. Son regard
trahissait une mélancolie persistante, presque douloureuse, comme si elle cherchait à déchiffrer un message secret que le passé refusait de lui livrer pleinement. Le narrateur décrivit plusieurs moments où Lydia, seule dans sa chambre, semblait parler à voix basse, comme s'adressant à une présence invisible. Son esprit paraissait pris au piège, entre le désir de comprendre et la peur de découvrir la vérité. Les rares confidences qu'elle avait osé faire laissaient entrevoir un poids terrible, un héritage familial fait de non-dits et de blessures anciennes. Ce n'était plus seulement une jeune femme en quête de réponse, mais une âme hantée, dont les pas étaient guidés par des fantômes du passé. Cette obsession avait manifestement fragilisé Lydia, exacerbant les tensions au sein du manoir et nourrissant des conflits dissimulés. Hastings, sensible à cette souffrance, percevait en elle une fragilité touchante, qui contrastait avec l'image publique qu'elle donnait. Son attachement au miroir, devenu presque un symbole d'espoir et de vérité, soulignait la dimension psychologique profonde de cette enquête. Dans cette maison où le passé semblait ne jamais mourir, Lydia était la victime d'un héritage plus lourd qu'on ne l'imaginait, et sa mort ne pouvait être comprise sans plonger au cœur de ses secrets enfouis. Les recherches de Poirot nous conduisirent bientôt à un élément inattendu. Lydia entretenait une liaison secrète avec un invité présent ce soir-là, un homme dont la discrétion était presque maladive. Cette révélation jeta une lumière nouvelle sur l'affaire, ajoutant une couche de complexité aux liens déjà troubles de la famille Ravenscroft. Hastings me confia combien cette découverte avait bouleversé l'équilibre apparent des relations dans le manoir. Cet invité, dont le nom circulait à voix basse parmi certains domestiques, semblait lié à Lydia par un secret profond, mêlé d'affection et de crainte. Leurs rencontres, discrètes et chargées d'émotions, avaient été soigneusement dissimulées aux autres membres de la famille, comme si un voile de honte ou de danger pesait sur cette union. Hastings évoquait des regards échangés furtivement, des messages codés et des rendez-vous volés dans les recoins oubliés du domaine. Cette relation, bien que privée, avait incontestablement des répercussions sur le déroulement des événements. Le lien entre Lydia et cet homme ne pouvait être ignoré, car il semblait creuser un fossé entre le passé familial et le présent tragique. Cette liaison secrète alimenta également les spéculations sur les mobiles possibles du meurtre. Jalouse, inquiète ou manipulatrice, la famille Ravenscroft paraissait prête à tout pour préserver ses apparences et ses secrets. Poirot, dans sa sagesse, ne se laissa pas emporter par les émotions, mais saisit combien ce lien délicat pouvait constituer une clé essentielle pour dénouer l'énigme. Hastings et moi-même sentions que le voile se levait lentement, mais que le chemin vers la vérité restait semé d'embûches, aussi complexes que les sentiments humains qu'il révélait. Au fil de nos investigations, il devint évident que la famille Ravenscroft portait en son sein des secrets profondément enfouis, des blessures anciennes qui rongeaient chacun de ses membres. Hastings observa, parfois, avec une certaine tristesse, comment rivalité et trahison se mêlaient dans un mélange corrosif, imprégnant chaque échange d'une tension sous-jacente. Ces non-dits, plus puissants que les mots, semblaient former un réseau d'ombre où la confiance était un luxe rare. Les rancunes, souvent nées de jalousie passée ou d'ambitions contrariées, alimentaient des conflits larvés qui avaient marqué la destinée familiale. Certaines alliances se révélaient fragiles, et les cicatrices d'anciennes blessures refaisaient surface à l'occasion de cette tragédie. Hastings remarqua que même les plus proches se méfiaient les uns des autres, prisonniers d'un passé qu'ils tentaient d'ignorer,
mais qui continuaient à dicter leur comportement. Ces lourds secrets expliquaient en partie la fragilité apparente de Lydia, mais aussi la complexité des relations qui nourrissaient ce drame. Poirot, toujours attentif, comprenait que ces tensions familiales n'étaient pas de simples querelles passagères, mais des éléments fondamentaux pour comprendre le meurtre. Ce passé lourd, chargé d'émotions refoulées, offrait un terreau fertile aux soupçons et aux faux-semblants. La famille Ravenscroft, dans son éclat et son prestige, cachait donc une réalité bien plus trouble, qui allait bientôt se révéler avec une intensité dramatique. Le miroir, objet central de notre enquête, prenait peu à peu une dimension symbolique majeure. Il semblait refléter non seulement les visages présents, mais aussi les traumatismes et secrets transmis de génération en génération. Hastings souligna combien cet artefact agissait comme un témoin silencieux des drames familiaux, un lien fragile entre le passé et le présent. Plus qu'un simple objet, le miroir incarnait le poids du temps, des blessures invisibles et des histoires inachevées que chacun portait en soi. Sa présence, imposante, rappelait que le passé ne s'efface jamais vraiment, mais qu'il se manifeste, parfois de manière dramatique, au cœur des vies qu'il a façonnées. L'examen approfondi du miroir révéla rapidement à Poirot qu'il ne s'agissait pas d'un simple objet figé dans le temps, mais d'un véritable instrument dans le jeu complexe qui se déroulait sous nos yeux. Ces observations minutieuses mirent au jour des traces de manipulation récentes, des ajustements imperceptibles destinés à dissimuler ou altérer certaines preuves. Le cadre finement sculpté, qui semblait à première vue immuable, avait en réalité été subtilement déplacé, créant une ouverture secrète derrière laquelle pouvait se cacher un indice crucial. Hastings et moi-même étions fascinés par cette découverte, car elle témoignait d'une préméditation froide et réfléchie, loin d'un acte impulsif. Poirot expliqua comment cette altération du miroir avait pu dérouter les enquêteurs précédents, en masquant la véritable nature des indices liés au meurtre. Il observe que les reflets changeaient dans le verre, l'usure inhabituelle sur certaines parties du cadre, tout cela indiquait un souci de perfection dans la dissimulation. Ce miroir, gardien silencieux des secrets familiaux, avait été transformé en un piège pour ceux qui cherchaient la vérité. L'ingéniosité du coupable se manifestait ainsi dans cet objet même, une sorte de déclaration muette que seul un esprit aigu pouvait comprendre. Cette découverte insuffla à Poirot une énergie renouvelée, renforçant sa conviction que l'enquête nécessitait une attention sans faille aux détails les plus infimes. La manipulation du miroir devenait le symbole d'un complot plus vaste, une tentative de contrôler non seulement la vérité, mais aussi la perception qu'en avaient les témoins et les enquêteurs. Hastings et moi savions que cette étape marquait un tournant décisif. Derrière ce simple objet se jouait la clé de toute l'affaire. Alors que l'enquête avançait, Poirot se pencha avec une acuité remarquable sur les témoignages recueillis. Rapidement, il détecta des contradictions subtiles, des détails qui ne concordaient pas et des silences trop lourds pour être innocents. Ces incohérences, loin d'être de simples erreurs de mémoire, semblaient relever d'une volonté délibérée de tromper, d'orienter l'enquête dans une fausse direction. Hastings et moi étions frappés par la rigueur avec laquelle Poirot démêlait ces fils invisibles, transformant les paroles hésitantes en indices révélateurs. Les suspects, sous le feu des questions précises, laissaient parfois échapper des versions divergentes des événements, des détails absents ou ajoutés selon la convenance. Certains semblaient jouer un rôle bien orchestré,
tandis que d'autres peinaient à maintenir leur crédibilité. Poirot souligna combien ces tentatives de dissimulation étaient le reflet d'une profonde inquiétude, voire d'une peur panique, qui pouvait trahir le coupable lui-même. L'analyse minutieuse des paroles devint un jeu d'équilibre entre ce qui était dit et ce qui était tu, entre les gestes et les mots. Cette étape révéla aussi les faux semblants dans les relations entre les protagonistes, mettant à nu des conflits cachés et des alliances fragiles. Hastings, en observateur attentif, comprit que la vérité ne se trouvait pas dans la simple collecte de témoignages, mais dans leur décryptage subtil. Poirot, avec sa perspicacité habituelle, nous guida à travers ce labyrinthe de mensonges, nous préparant à affronter les révélations à venir. Le voile commençait lentement à se lever, mais le chemin restait parsemé d'embûches. Après avoir examiné chaque détail, avec la minutie qui lui est propre, Poirot conclut que le majordome, Monsieur Gray, bien qu'ayant suscité de nombreuses suspicions, ne pouvait être le coupable. Cette révélation surprit plusieurs d'entre nous, tant l'attitude nerveuse et les incohérences apparentes dans son comportement semblaient le désigner comme responsable. Pourtant, grâce à un raisonnement rigoureux, Poirot dévoila que ces signes n'étaient que le reflet d'une profonde peur et d'une loyauté mal comprise, plutôt que d'une culpabilité réelle. Il expliqua que les manipulations autour du miroir et les mensonges décelés ne pouvaient lui être attribués. La défense du majordome passa notamment par la reconstitution minutieuse de ses mouvements durant la nuit fatidique, qui furent corroborés par des témoins fiables. Hastings et moi-même observions avec admiration la manière dont Poirot triait le vrai du faux, déjouant les pièges tendus par l'émotion et le préjugé. Cette confirmation ouvrait de nouvelles pistes, nous obligeant à revoir nos premières hypothèses et à nous concentrer sur d'autres éléments. Ce retournement d'une telle ampleur fit naître une atmosphère à la fois soulagée et tendue, car la vérité semblait plus insaisissable que jamais. À travers cette étape cruciale, Poirot souligna combien il est dangereux de se fier aux apparences et à la précipitation des jugements. L'innocence du majordome ne signifiait pas pour autant la résolution du mystère, mais au contraire, un appel à la prudence et à l'analyse approfondie. Hastings et moi prîmes conscience que nous étions engagés dans un jeu subtil, où chaque fausse piste servait à masquer des intentions plus obscures. La route vers la vérité se révélait ainsi plus sinueuse et exigeante qu'aucun de nous ne l'avait imaginé. La tension monta d'un cran lors d'une confrontation organisée par Poirot, où tous les suspects furent réunis pour un interrogatoire minutieux. L'atmosphère était chargée d'une lourdeur presque palpable, chaque mot prononcé pesant comme une sentence. Hastings et moi notâmes combien chaque regard, chaque hésitation traduisait une lutte intérieure intense. Poirot, avec sa voix calme et posée, posa une série de questions précises, cherchant à déceler la moindre faille dans les alibis soigneusement préparés. Au fil des échanges, des incohérences majeures apparurent, mettant à mal les récits bien huilés des protagonistes. Des détails oubliés, des contradictions dans les horaires, des réactions trop vives ou au contraire trop contrôlées. Tout contribua à ébranler la crédibilité des témoins. Hastings, observateur, attentif, sentit l'émotion contenue derrière ces fausses assurances, des mensonges dictés par la peur ou la culpabilité. Ce face-à-face permit à Poirot de dresser un tableau plus clair des relations entre les suspects, mais aussi des tensions qui les opposaient. Cette scène d'interrogatoire fut un moment clé, une sorte de révélateur des vérités cachées, où le moindre mot pouvait devenir un indice précieux. Poirot,
fidèle à sa méthode, sut exploiter ses failles pour faire avancer l'enquête, tout en maintenant un équilibre délicat entre fermeté et courtoisie. Nous quittâmes la pièce avec un sentiment mêlé d'espoir et de gravité, conscients que les apparences commençaient à se fissurer, laissant entrevoir la face sombre du mystère. Dans la continuité de l'interrogatoire, Poirot déploya son art de la psychologie avec une finesse remarquable. Il analysa non seulement les paroles, mais aussi les silences, les gestes et l'état d'esprit des suspects, dévoilant ainsi des tensions intérieures et des contradictions non verbales. Hastings et moi étions fascinés par cette capacité qu'il avait à lire derrière les masques, à percevoir les émotions les plus enfouies et à comprendre les motivations profondes qui guidaient les comportements. Poirot expliqua que la vérité ne réside pas seulement dans les faits, mais dans la manière dont les individus réagissent face à la pression et au doute. Il utilisa des questions indirectes, des remarques subtiles, provoquant ainsi des réactions révélatrices, faisant vaciller les certitudes et déstabilisant les menteurs. Ce jeu psychologique permit de mettre en lumière les non-dits, les conflits internes et parfois même les remords cachés. Ce n'était plus une simple enquête, mais une exploration des âmes tourmentées qui se cachaient derrière les apparences. Cette approche confirma à Hastings et moi l'importance de l'intuition alliée à la méthode rigoureuse. Le mystère, désormais, s'éclairait peu à peu grâce à cette compréhension fine des âmes humaines. Le voile se levait sur les faux semblants, nous préparant à la révélation finale. C'était là la véritable force de Poirot. Pénétrer l'esprit humain avec une justesse presque magistrale pour dévoiler ce que les mots ne sauraient jamais dire. Ce fut dans le grand salon, sous le regard imposant du miroir ancien, que Poirot réunit tous les protagonistes de cette affaire. L'atmosphère était lourde, presque palpable, chargée d'une tension sourde qui s'insinuait dans chaque recoin de la pièce. Hastings et moi observions les visages tendus, mêlant appréhension et défi, chacun conscient que cette réunion marquait un tournant décisif. Le silence régnait, interrompu seulement par le léger froissement des étoffes et les respirations retenues, comme si le temps lui-même suspendait son cours. Poirot, au centre de l'assemblée, fit preuve d'une maîtrise impressionnante, imposant par sa présence, calme et réfléchie, une attente presque solennelle. Il invita chacun à prendre place, mais aucun ne paraissait véritablement à l'aise, tous pris dans le piège invisible de l'enquête qui avait bouleversé leur quotidien. L'atmosphère oscillait entre la peur d'être démasqué et l'espoir confus d'une vérité qui pourrait enfin les libérer. Le miroir, trônant en maître derrière Poirot, semblait absorber ses émotions, témoin silencieux des drames passés et présents. Dans ce cadre solennel, les non-dits pesaient plus lourds que les mots. Les regards se croisèrent, évitaient parfois la confrontation directe, et pourtant chaque geste trahissait l'état d'esprit des suspects. Hastings me fit part de son sentiment que cette réunion, au-delà de sa fonction d'exposé, était aussi un théâtre où se jouaient les derniers actes d'une pièce complexe. Poirot, quant à lui, paraissait prêt à dévoiler ce que l'ombre avait longtemps caché, dans un climat chargé d'une attente quasi palpable. Avec la précision méthodique qui le caractérise, Poirot entreprit de reconstituer la chronologie exacte des événements qui avaient conduit au meurtre. Chaque étape fut posée avec soin, comme les pièces d'un puzzle délicat à assembler. Hastings et moi l'écoutions attentivement, fascinés par la clarté et la rigueur de son exposé. Les heures fatidiques, les déplacements des protagonistes, les gestes et paroles relevés lors des interrogatoires,
tout fut passé en revue, mettant en lumière des faits qui avaient jusque-là échappé à une compréhension complète. Poirot insista sur les détails apparemment insignifiants. Un pas dans l'escalier, un regard échangé, un objet déplacé, qui, mis bout à bout, dessinait une image cohérente du drame. Il évoqua les manipulations du miroir, les indices olfactifs et les fausses pistes qui avaient embrouillé les esprits. Chaque élément pris isolément pouvait sembler banal, mais assemblés, ils révélèrent une vérité implacable et pleine de nuances. Ce travail d'analyse minutieuse révéla également les tensions et motivations cachées derrière les actes, mettant en lumière la psychologie complexe des suspects. Hastings remarqua combien cette reconstitution méthodique renforçait l'impression d'une machination finement ourdie, où chaque personnage avait joué un rôle, volontairement ou non. Le récit de Poirot fit tomber les masques un à un, préparant le terrain pour la révélation finale. Dans ce salon silencieux, où régnait désormais une attente chargée d'émotions, la vérité commençait à se dessiner avec une clarté nouvelle, prête à bouleverser le destin de tous ceux présents. Au moment où Poirot entreprit d'exposer les motivations secrètes des suspects, un silence lourd s'installa dans le grand salon. Chacun retenait son souffle, conscient que ces révélations mettraient à nu les rancunes et jalousies tues depuis trop longtemps. Le détective dépeignit avec finesse les ambitions et les blessures personnelles qui avaient poussé certains à nourrir des ressentiments profonds. Il évoqua les rivalités anciennes au sein de la famille Ravenscroft, les querelles d'héritage, mais aussi les affrontements d'orgueil et d'ego qui avaient fragilisé les liens. Parmi ces mobiles, Poirot souligna notamment la jalousie sourde envers Lydia, dont la relation secrète avec un invité avait attisé les tensions. Il dévoila comment certaines rancunes, enfouies sous des apparences de courtoisie, avaient préparé le terrain à la tragédie. Hastings observait avec stupéfaction comment les masques tombaient un à un, révélant des vérités aussi douloureuses que dérangeantes. Chaque personnage, à sa manière, avait été pris dans une spirale où l'ambition et la rancune s'entremêlaient et où la haine pouvait prendre des formes insoupçonnées. Cette plongée dans la psychologie des suspects permit à Poirot de tisser un réseau complexe de motivations, éclairant les zones d'ombre que notre enquête avait jusqu'alors peine à percer. La révélation des mobiles fit tomber les illusions, posant les bases d'une justice plus juste et plus profonde. Le grand salon semblait alors se transformer en tribunal silencieux, où la vérité, aussi crue soit-elle, commençait à triompher des faux semblants. Avec une gravité maîtrisée, Poirot désigna alors le véritable coupable, un proche parent dont la jalousie ancienne envers Isabelle et les enjeux liés à l'héritage avaient nourri une haine profonde. Il expliqua en détail comment cet individu avait orchestré le meurtre, profitant de la confusion créée autour du miroir et des faux indices pour masquer ses intentions. Chaque geste, chaque choix fut mis en lumière, dévoilant la minutie d'un plan habilement ourdi dans l'ombre. Hastings et moi ressentîmes un mélange d'étonnement et de soulagement, car la résolution de cette énigme était à la hauteur de la complexité qui l'entourait. Poirot retraça le déroulement des faits avec une précision clinique, exposant comment la jalousie avait poussé ce membre de la famille à commettre l'irréparable, en usant des non-dits et des manipulations pour dissimuler sa culpabilité. Ce dévoilement fit tomber les dernières barrières, révélant une vérité à la fois tragique et inévitable. La confrontation finale mit en évidence la fragilité humaine derrière les actes, ainsi que les conséquences d'un passé trop longtemps ignoré. Le silence qui suivit les révélations fut chargé d'émotions contenues,
tandis que le coupable, désormais démasqué, affrontait la justice avec un mélange de regret et de résignation. Ce moment solennel marquait la fin d'un chapitre sombre, mais aussi l'espoir d'une rédemption à venir. Enfin, Poirot porta une attention toute particulière au miroir, qu'il expliqua comme l'élément central ayant révélé le nom et la vérité cachée derrière toute l'énigme. Ce miroir, témoin silencieux des drames familiaux, avait servi à transmettre un message crypté, un écho du passé réclamant justice. Sa présence imposante incarnait le poids des secrets et le lien invisible entre les générations, rappelant que le passé ne meurt jamais vraiment. Ainsi, le miroir devint la métaphore même du mystère résolu, un symbole puissant où se mêlaient mémoire, douleur et vérité. Hastings sentit que cet objet, désormais chargé d'une signification nouvelle, continuerait de hanter le manoir, tout comme les leçons précieuses que cette enquête nous avait offertes. Alors que l'affaire touchait à sa fin, je me retrouvais à réfléchir aux cicatrices invisibles laissées par ces secrets de famille. Sous l'apparente façade d'élégance et de respectabilité, chaque membre des Ravenscroft portait en lui un poids que nul regard superficiel ne pouvait deviner. Ces blessures, nées de non-dits, de rancunes anciennes et de silences pesants, avaient façonné leur vie bien plus que n'importe quel héritage matériel. Je songeais à Lydia, si fragile, et pourtant si marquée par ce passé qu'elle ne pouvait fuir. Son obsession pour le miroir et la tragédie qui s'ensuivit n'étaient que l'expression visible d'un mal plus profond, d'une mémoire douloureuse qui refusait de s'effacer. Les Ravenscroft n'étaient pas seuls dans ce combat silencieux. Je pensais à nous tous, à la manière dont nous portons nos propres ombres, souvent sans le savoir. Ces blessures invisibles, tout comme les secrets, ont cette particularité d'agir en sourdine, imprégnant nos choix et nos relations. Hastings, en narrateur discret, percevait combien la justice n'était jamais simplement une affaire d'actes visibles, mais aussi de ces douleurs enfouies que seule la vérité peut apaiser. Le manoir, avec ses murs lourds de souvenirs, semblait lui-même empreint de cette mélancolie persistante, une empreinte indélébile du passé qui refuse de disparaître. À ses côtés, Poirot partagea ses réflexions sur la nature fragile de l'être humain, toujours à la merci des émotions et des erreurs qu'il commet au fil de son existence. Il évoqua cette délicatesse paradoxale qui caractérise nos vies, une force apparente, souvent camouflant une vulnérabilité profonde. Selon lui, les actes, même les plus sombres, s'enracinent souvent dans des blessures anciennes, des peurs intimes ou des passions contrariées. Cette compréhension intime de la psychologie humaine était, pour Poirot, la clé pour approcher la vérité au-delà des apparences. Il me parla aussi de la justice morale, celle qui va au-delà de la simple application de la loi, qui tente de réparer les âmes autant que les torts. Dans ses paroles, je percevais une sagesse douce amère, fruit de nombreuses enquêtes et de l'observation patiente des failles humaines. Cette fragilité, loin d'être une faiblesse, faisait partie intégrante de notre condition, et c'est dans cette acceptation que réside, selon lui, la véritable force. Le miroir brisé devenait ainsi un symbole non seulement des erreurs du passé, mais aussi de la possibilité de renaissance, quand on accepte de regarder au plus profond de soi. Le miroir, désormais brisé, incarnait la fin douloureuse d'un cycle, celui d'un secret ancestral qui avait tenu prisonnière une famille entière. Cette fracture, à la fois matérielle et symbolique, représentait la rupture nécessaire pour libérer les esprits tourmentés. Hastings et Poirot, silencieux, contemplaient cet objet chargé d'histoire,
conscient que sa destruction marquait une étape essentielle vers la paix intérieure. Le miroir n'était plus un gardien de mystère, mais un témoignage de la vérité, enfin dévoilée, capable d'ouvrir les portes du pardon et de l'apaisement. Cette image resta gravée dans mon esprit. Un éclat brillant au milieu des débris, reflet fugace d'un avenir peut-être plus léger. Dans ce fragment de verre, je voyais le symbole d'une renaissance possible, la fin des illusions qui avaient pesé si lourd. Le manoir semblait, à son tour, respirer plus librement, comme délivré d'un poids invisible. C'était là, je le compris, la victoire silencieuse de la vérité sur le silence, de la lumière sur l'ombre. Et vous, cher lecteur, pensez-vous qu'il est vraiment possible d'échapper à son passé, ou ce dernier demeure-t-il toujours tapi dans l'ombre, prêt à resurgir au moment le plus inattendu? Cette question, au cœur de notre histoire, reste ouverte, invitant chacun à une réflexion intime, car, au-delà du mystère et du crime, c'est cette fragile condition humaine que nous avons tenté de sonder ensemble. Je vous invite à méditer sur ce mystère personnel et à partager vos pensées, car parfois, la vérité ne se trouve pas seulement dans les faits, mais dans le dialogue qui suit leur révélation. Chaque secret dévoilé laisse derrière lui une trace ineffaçable, un écho silencieux qui murmure encore dans le silence des âmes. Et vous, auriez-vous su dénouer ces fils invisibles avant que le temps ne s'efface? Prenez un instant pour liker, commentez vos impressions, abonnez-vous et partagez cette énigme avec d'autres passionnés, car parfois, la vérité la plus profonde réside dans ce que l'on choisit de comprendre au-delà des mots.